Hello, Hana les Saphir, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous le parcours de l'étude clinique dans laquelle je suis enrôlée maintenant et qui va se dérouler sur 1 an. Donc si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, si vous voulez savoir en quoi consiste cette étude clinique ou en quoi consistent globalement les études cliniques, comment ça se passe en France en tout cas, eh bien restez dans cette vidéo. Je vous parlerai un peu de comment est-ce que j'ai été contactée, comment est-ce que j'ai été enrôlée dans cette étude clinique, comment ça se passe, comment je suis préparée, comment je suis accompagnée, quel est le but visé. Bref, je vous partagerai tout ceci dans la suite de la vidéo. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous allez bientôt vous aussi participer à une étude clinique ou si c'est quelqu'un autour de vous qui participe à une étude clinique et que vous ne savez pas trop comment aborder les choses avec lui pour en parler, eh bien, j'espère que cette vidéo vous en apprendra un peu plus. Et nous, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur cette chaîne, je me représente, je suis Christine, je suis consultante en informatique, je suis atteinte de drépanocytose hétérozygote SC, voilà, ça c'est connu depuis la naissance et depuis quelques années maintenant, j'ai été officiellement diagnostiquée d'une endométriose au stade 4, donc une endométriose profonde digestive au stade 4. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que bientôt, je vais me faire opérer pour la deuxième fois pour cette endométriose, pour essayer d'enlever les cellules d'endométriose qui sont dans mon corps. Et à l'occasion de cette intervention chirurgicale, l'hôpital dans lequel je suis suivie pour l'endométriose m'a proposé de participer à une étude clinique. Cette étude clinique s'appelle Movendop et elle a pour objectif d'évaluer l'impact des mobilisations ostéopathiques viscérales post-opératoires sur la qualité de vie et ce dans le cadre d'une chirurgie de l'endométriose. Pour commencer, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai découvert cette étude clinique. Donc c'est l'hôpital dans lequel je suis suivie qui m'a contacté. En gros, une infirmière de gynécologie m'a appelé un jour au téléphone et vu que mon opération était déjà planifiée, elle m'a un peu parlé de cette étude. Voilà, elle me l'a présentée et elle m'a demandé si je serais volontaire pour y participer. Elle me l'a présentée vraiment de manière top. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup, on parle de plus en plus de l'endométriose, mais concrètement, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui permet de mieux prendre en compte cette maladie? J'ai pas beaucoup trouvé de littérature là-dessus et je suis pour faire progresser la médecine. De mon point de vue, j'ai eu l'impression parfois d'être cobaye dans les mains de certains médecins. Donc, c'était pas un problème pour moi que pour une fois, on me demande mon avis pour participer à la connaissance, à la prise de connaissance ou à l'expérimentation de certaines choses. Donc, j'ai bien évidemment accepté bien volontiers. Elle m'a expliqué tout ce qui relevait du légal autour de cette étude clinique. Elle m'a expliqué également tout ce qui relevait de la médecine, de la prise en charge. Bref, cette infirmière-là, qui est justement l'une des infirmières coordinatrices de l'étude clinique, a vraiment fait son taf quand elle m'a appelé pour m'en parler. Évidemment, bien avant que je ne sois enrôlée officiellement, je ne sais pas si enrôlée c'est le vrai terme, mais je vais l'utiliser, voilà, juste pour dire que je participe. Bien avant que je ne participe à cette étude, il fallait que je donne mon consentement écrit. Et donc, il y avait tout un document, toute une littérature à lire et un consentement à donner officiellement par écrit, par mail également, pour être accepté dans cette étude clinique. Je vais l'appeler Movendop, voilà, parce que maintenant vous avez compris c'est quoi le nom de cette étude clinique. Donc, comme je le disais, l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer l'impact des mobilisations ostéopathiques viscérales, abdominales, post-chirurgie sur la qualité de vie des patientes qui sont opérées d'endométriose. Pour expliquer plus facilement, l'une des complications principales et courantes des chirurgies gynécologiques et en l'occurrence en particulier des chirurgies de l'endométriose, c'est la formation d'adhérence péritonéale. Je vais peut-être utiliser certains termes, peut-être que je les prononcerai pas bien, mais voilà, il y a au fur et à mesure des termes que j'ai acquis que j'essaie d'utiliser voilà, pour expliquer, mais n'hésitez pas à vous référer à des dictionnaires s'il y a des termes que vous n'arrivez pas à comprendre ou à cerner. Et en fait, ces adhérences, elles sont perçues comme des connexions fibreuses qui s'établissent entre les tissus ou entre les tissus et les organes à la suite d'une opération qui aura provoqué une inflammation ou un traumatisme. En gros, il faut le voir un peu comme si vous prenez de la colle et que vous collez entre vos deux mains. Quand vous étirez, il y a des filaments comme des toiles d'araignée qui
qui se crée entre ces deux, entre les deux mains. Voilà, c'est un peu ça, ces adhérences péritonéales là que l'on veut éviter parce qu'elles amènent à des complications qui peuvent être handicapantes pour la vie de la personne qui les a. Donc c'est ça l'une des conséquences courantes des chirurgies gynécologiques, en l'occurrence de l'endométriose, c'est d'avoir donc ces adhérences péritonéales là. Et donc, dans cette étude, on va travailler principalement sur deux axes. Déjà, l'axe mécanique, donc mécaniquement pour essayer de ne pas laisser les toiles d'araignée là où ces adhérences s'installer. Donc, mécaniquement, on va essayer de travailler pour, comme dans une maison, si on est très actif dans une zone de la maison, c'est beaucoup plus difficile pour les toiles d'araignée de s'y installer. Donc, voilà, de manière mécanique, on va essayer de travailler sur les zones où il y a eu l'opération, les zones potentiellement sujettes à ces adhérences. Et le deuxième axe sur lequel on va travailler, ce sera un axe circulatoire. Sur l'axe circulatoire, on va travailler sur l'absorption du liquide intrapéritonéal consécutif à l'intervention chirurgicale, et ce par la contraction optimale du diaphragme thoracique. Car en effet, sa contraction favorise le drainage lymphatique de l'abdomen et permet une absorption rapide des liquides, des flux inflammatoires et leur retour rapide dans le système circulatoire. Pour cela, deux groupes d'études sont formés. Ces groupes sont formés par randomisation, c'est-à-dire c'est le hasard qui détermine quel individu est dans quel groupe. Et dans ces deux groupes, on a un groupe témoin sans intervention ostéopathique post-opératoire et on a le groupe expérimental avec intervention ostéopathique post-opératoire. Cette étude va donc durer 1 an, donc 12 mois pleins, et elle est portée par la plateforme NoEndo. Je suis assez fière de dire que c'est porté par la plateforme NoEndo parce qu'il n'y a que récemment... Pardon, je vais boire un peu d'eau. Ça fait plus d'1 an que j'utilise cette plateforme et ce n'est que récemment que j'ai appris que c'est une plateforme digitale qui a été mise en place par le professeur qui me suit et une équipe d'informaticiens autour d'eux. Donc, c'est un produit local d'ici, d'Auvergne. Voilà, c'est nous qui avons créé. Je dis nous parce que je suis d'Auvergne, je suis du milieu de l'informatique. Voilà. Mais la plateforme NoEndo qui est utilisée par des milliers et des milliers de femmes en France pour suivre leur endométriose, vient d'ici et je suis super heureuse de participer à une étude clinique qui est donc portée par cette plateforme. Ces deux groupes étant donc énoncés, moi je me suis retrouvée à être dans le groupe expérimental. Une fois que j'ai envoyé mes différents papiers pour consentir à participer à cette étude et que tout était en règle, on m'a annoncé dans quel groupe est-ce que j'allais faire partie et moi je fais partie du groupe expérimental qui du coup aura des interventions, des mobilisations ostéopathiques après l'opération. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mobilisations ostéopathiques vont être faites par des professionnels, par des ostéopathes, mais aussi par nous-mêmes. Et les consultations chez l'ostéopathe sont gratuites et sont prises en charge par l'étude clinique. Et c'est un ostéopathe libéral de la ville qui est en collaboration avec l'hôpital pour mener cette étude clinique. Je vais déjà vous parler un peu des résultats qui sont attendus à la fin de cette étude. En fait, les bénéfices que l'on escompte à la suite de cette étude. Les bénéfices attendus sont déjà une diminution des douleurs abdominales chez les patientes qui ont subi l'intervention. Que ces douleurs soient d'origine digestive ou gynécologique ou autre. Voilà, on espère dans un premier temps vraiment diminuer les douleurs abdominales. Un autre résultat attendu, c'est l'amélioration de la qualité de vie des patientes qui sont opérées. Que ce soit en termes d'image de soi, de stress, d'aptitude à diriger sa vie, d'interaction sociale, de sexualité. Voilà, globalement améliorer la qualité de vie des patientes. Et le troisième résultat attendu, c'est une réappropriation de la région abdominale par la patiente après cette opération. Bien sûr, qui dit étude clinique dit contraintes. Il y a certaines contraintes qui sont quand même inhérentes à cette étude. La première contrainte liée à la participation à cette étude pourrait concerner le respect du calendrier des consultations ostéopathiques. Voilà, ça c'est une première contrainte. Il faut vraiment respecter les jours qui ont été posés parce que c'est important. Pourquoi ils ont posé à tel délai. Et aussi le respect des mobilisations que nous, en tant que sujet participant à cette étude, respecter en fait notre engagement à réellement faire les mobilisations en dehors des séances d'ostéopathie. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, l'ostéopathe aura à faire des mobilisations, mais nous aussi quotidiennement, on devra également à la maison nous-mêmes faire certaines mobilisations et maintenir ces mobilisations et les faire bien afin que les résultats soient des résultats fiables. Donc voilà un peu les contraintes que moi je vois jusqu'ici.
et qui sont liées à la participation à cette étude. Et pour finir, je vais vous parler un peu du calendrier, de comment est-ce que ça va se dérouler, puisque c'est un truc qui va se dérouler sur 12 mois. Vous voyez cette vidéo aujourd'hui, il y en aura sûrement d'autres qui vont sortir parce que voilà, ça ce sera dans le temps. Et donc, pour ne pas louper la suite des événements durant cette étude, je vous conseille tout simplement de vous abonner à la chaîne. Et si déjà ce que vous êtes en train de regarder vous plaît, laissez un petit like, ça encourage. Mettez en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Et si vous avez également des choses à ajouter parce que vous avez participé à des études ou parce que vous êtes un peu peut-être du domaine médical, n'hésitez pas à le mettre un peu plus en commentaire. Ça nous édifiera, ça aidera tous ceux qui passeront par ici. Et moi, je vous en remercie d'avance. Donc, je vais remonter un peu plus haut. Une fois que les groupes témoins sont faits, chaque patient est informé du groupe dans lequel il est. Et puis ensuite, on a un petit carnet qu'on nous donne. Et à partir de ce petit carnet, c'est là que commencent les consultations, commençant par la consultation d'ostéopathie préopératoire, c'est-à-dire avant l'opération. Donc, on fait cette consultation quelques jours avant l'opération où l'ostéopathe, elle nous explique des choses. Et ensuite, on passe à l'opération en elle-même. Et après l'opération, on aura encore des consultations à faire chez l'ostéopathe. Et entre-temps, juste après l'opération, typiquement, sur ce schéma, on ne le voit pas, mais genre 6 heures après l'opération, il y a des choses que la patiente devra faire elle-même. Voilà, elle devra faire des mobilisations selon sa capacité. 6 heures après, une journée après, 2 journées après. Bref, durant les 1 mois qui vont suivre l'opération, il va y avoir et des mobilisations à faire par la patiente elle-même et des consultations à faire chez l'ostéopathe pour ajuster les choses, pour aller peut-être plus en profondeur et puis voilà, accompagner la patiente dans ce qu'elle fait durant tout son premier mois post-opératoire. Comme en général, après une intervention chirurgicale, il y a une consultation post-op par le chirurgien à 1 mois. Cette consultation, elle aura lieu. Il y aura un premier bilan que la patiente devra faire par rapport à ce qu'elle ressent, ses douleurs sont ressenties, l'impact sur sa vie, sa qualité de vie et de mobilisation globalement. Bref, il y a des feedbacks réguliers à faire. Et pareil, au bout de 6 mois, il y a encore un questionnaire à faire. La patiente devra encore continuer des mobilisations au besoin, ainsi de suite, jusqu'à 6 mois après l'opération, jusqu'à 1 an après l'opération. Et là, on tend vers la fin de l'étude et 1 an après l'opération, un ostéopathe revoit la patiente, cette fois-ci un ostéopathe différent, indépendant, neutre, c'est-à-dire c'est pas l'ostéopathe qui m'aura suivi durant toute cette année, c'est vraiment un ostéopathe différent pour justement avoir les yeux, c'est logique quoi, pour pas qu'il y ait de biais, parce que c'est lui qui nous aura suivi jusque-là, ce sera un ostéopathe différent qui nous reçoit et qui évalue la douleur, qui évalue notre vie, notre qualité de vie simplement et qui donne un compte rendu neutre, froid et sans parti pris, juste, simplement. Et après donc cette consultation chez cet ostéopathe indépendant, différent, on refait une consultation pour clôturer tout simplement le protocole avec toute l'équipe de l'étude clinique. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu expliqué ce schéma et que vous avez un peu compris le déroulé pendant les 1 an. Tout n'est pas représenté sur ce schéma. Il y a des choses vraiment qu'on doit faire chaque jour pendant les 1 mois qui suivent l'opération. C'est un peu trop détaillé pour que je vous l'affiche là, mais de toute façon, on va le voir dans les prochaines vidéos. Vous allez venir avec moi, suivre avec moi un peu comment ça se fait. Et quand je vais être en train de travailler, voilà, je vous montrerai en fait de quoi il s'agit concrètement. Donc aujourd'hui, je vous parle, j'ai déjà fait ma consultation ostéopathe préopératoire il y a de cela 1 semaine. Donc, à cette consultation, je suis allée dans un cabinet d'ostéopathie que je ne connaissais pas. Donc, ils font de l'ostéopathie et de la kinésithérapie dans ce cabinet. Les locaux sont super, franchement, c'est super grand. On sent qu'il y a beaucoup de professionnels à cet endroit. J'ai été reçue par l'ostéopathe qui va me suivre et c'est elle qui m'a un peu expliqué un peu toute cette histoire d'adhérence péritonéale, comment me le représenter et comprendre en fait à quoi ça sert les mobilisations en fait qu'on fait et les exercices respiratoires aussi qu'on fait. On a papoté pendant longtemps, elle m'a fait faire des choses, elle-même elle m'a manipulé. Bref, je suis sortie de là assez contente. Je marchais genre en mode ok, là c'est bon, on est lancé, je m'engage vraiment dans quelque chose. Et donc aujourd'hui on en est là. Cette première consultation a été bien et il n'y a plus qu'à attendre dans 3 jours l'opération. Et en attendant cette opération, je continue à m'entraîner. En fait, même si l'opération n'a pas encore eu lieu, pour que les gestes soient
facile, soit inné, bah, je le fais souvent à la maison pour m'entraîner à le faire, à bien le faire, de sorte que quand l'opération aura lieu, comme je vous le disais, 6 heures après l'opération, il faudra que je commence mes premières mobilisations et que donc ce ne soit pas à ce moment-là que je sois en train de chercher comment on fait, comment il faut se positionner, etc., etc. Bref, donc je m'entraîne et je m'entraîne à quoi exactement? Ce qui va se passer, c'est que l'exercice que nous, en tant que groupe expérimental, nous devons faire, c'est faire des exercices de respiration abdominothoracique où on prend de l'air, on gonfle le ventre, on gonfle le thorax, on maintient de l'apnée, on maintient le souffle, on relâche, ainsi de suite. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris, c'est pour agir sur l'axe circulatoire parce que on mobilise le diaphragme et donc le fait de mobiliser le diaphragme avec la respiration, désolée, en même temps que je vous parle, en même temps je suis en train de faire le sport là. Donc le fait de mobiliser le diaphragme fait circuler en fait tous les flux, tous les flux inflammatoires, tous les liquides intrapéritonéals qui sont encore dans l'abdomen et histoire de les réintégrer, de les réabsorber dans le système circulatoire normal. Il y a également les mobilisations cicatricielles à faire. Mobilisation cicatricielle, en fait, c'est la chirurgie va faire des trous dans mon ventre. Voilà, je vous avais déjà montré les 4 ou 5 trous qu'il y a parce qu'on fait une cœlioscopie. Donc les trous dans le ventre, là, on va faire des cicatrices. Et quand on va les coudre, ça va faire des cicatrices. Mais en attendant, pour que justement ça cicatrise bien, que ça ne fasse pas de complications autour des cicatrices et que ça ne soit pas dur, pour que ça reste souple, il faudra faire des mobilisations autour des cicatrices pour qu'elles cicatrisent en gardant la souplesse nécessaire. Et il faudra également faire des mobilisations abdominales profondes, donc abdominales viscérales, parce que au niveau des organes génitaux où il y a l'endomètre, il y a également les organes digestifs, d'où l'endométriose digestive. Donc il faudra faire des mobilisations viscérales, donc autour des viscères. Appuyer, je n'arrive pas à vous montrer, je vais peut-être descendre un peu le truc. Voilà, faire des mobilisations, appuyer des zones, aller profondément pour justement sur cet axe mécanique, agir sur cet axe mécanique là pour éviter les adhérences parce que voilà, manipulation mécanique régulière empêche les toiles d'araignée de se poser. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris mon explication. Donc voilà, du point de vue mécanique, essayez de ne pas laisser les toiles d'araignée s'installer et du point de vue de la circulation, faire travailler le diaphragme pour que ça circule bien. Parce que si vous avez déjà subi une intervention chirurgicale par cœlioscopie par exemple, vous savez qu'après l'opération, que durant l'opération déjà ils injectent un gaz pour gonfler l'abdomen pour pouvoir travailler librement. Et quand on se réveille de ces interventions, on a du gaz qui circule encore en nous. On a des points de côté au niveau des épaules, dans le dos et tout ça. Ah, c'est affreux. Bref, moi j'ai déjà fait 2 cœlioscopies. J'ai senti le gaz se balader en moi encore quelques jours après l'opération. Déjà ça, la respiration permet de fluidifier, de dégager toutes les toxines qui doivent être dégagées et de faire réintégrer dans le corps tous les flux qui doivent être dans le corps normalement plutôt que de se balader à un endroit où ils ne devraient pas être. Bref, voilà un peu les différents exercices qu'il y aura à faire. Je vous montrerai au moment où je les ferai réellement. En termes de coût, pour moi, pour l'instant, il n'y a aucun coût qui a été engagé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du suivi de cette étude clinique, certes, on ne paye rien pour les consultations d'ostéopathie et en plus, on aura une rémunération qui sera en fait une compensation des frais liés au déplacement pour aller chez l'ostéopathe pour faire l'étude et tout ça. Et donc, en effet, on aura, je crois, 25 € par déplacement pour une consultation. Voilà, juste pour dédommager un peu les frais engagés de voiture, d'essence, d'électricité, de stationnement, de parking. Et je pense que oui, en termes de parking, moi, ça m'aiderait bien parce que là où je me gare là pour aller faire l'étude, pour aller faire les consultations d'ostéopathie, c'est en plein centre-ville et les places. Bref, voilà. Maintenant, il faut que je me renseigne du point de vue de mon employeur. Quelles sont les démarches que je dois faire pour signaler que voilà, je participe à une étude clinique et que potentiellement, j'aurai des absences et tout ça. Mais globalement, les consultations d'ostéopathie se feront dans le mois qui suit l'opération. Donc, normalement, dans le mois qui suit l'opération, j'aurai un arrêt maladie. Mais je ne sais pas encore quelle est la durée de cet arrêt maladie. Donc, vraiment, si pendant que je reprends le boulot, il faut que je m'absente pour aller à des consultations,
ce sera un sujet qu'il faudra que je regarde là tout de suite dans les prochains jours pour voir comment est-ce que l'employeur peut m'autoriser à aller continuer cette étude, parce que je pense que théoriquement, de mon point de vue, il n'y a rien qui devrait faire qu'un employeur empêche quelqu'un de participer à une étude clinique. Mais anyway, je vais quand même me renseigner et puis je vous dirai tout cela dans les prochains épisodes. Donc là, c'était vraiment un épisode introductif de ma participation à cette étude clinique, donc Movendop. Je vous en parlerai un peu plus dans le temps. Donc comme je disais, abonnez-vous, activez la cloche des notifications également, comme ça vous saurez lorsque je publie une vidéo que voilà, il y a du nouveau, on a avancé, on est à tel délai, on est à 1 mois, on est à 2 mois, on est à 6 mois, on est à 1 an. Et je partagerai avec vous comment est-ce que je me sens évoluer avec cette étude et comment est-ce que moi si je me sens en attendant les résultats. Évidemment, je partagerai avec vous les résultats officiels de cette étude et j'espère qu'elle sera pertinente. Quoi qu'il arrive, les résultats auront une importance, auront une pertinence certaine parce qu'on en apprendra toujours plus sur ce qui marche moins bien, ce qu'il faut essayer d'avoir ou pas. Bref, guys, voilà ça. Je pense que j'ai parlé un tas. J'espère que vous avez retenu le maximum. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire. Je les verrai et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Si peut-être j'ai omis de dire certaines choses ou peut-être que j'ai mal expliqué certaines choses parce que c'est encore des thèmes médicaux pour moi que j'essaie de m'approprier. Donc, n'hésitez pas à me dire voilà tout ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, voilà. Si vous avez peur pour moi, comme je sais que certains autour de moi ont eu peur pour moi du fait que je participe à une étude clinique, ils avaient un peu peur en se disant est-ce que je vais pas avoir des conséquences sur ma vie parce que c'est un peu une expérimentation sur mon corps quand même. Bref, oui, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et je vous dis tout simplement qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Plein de bisous et tout simplement, see you next time. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.